Bon, nous allons faire une petite vidéo qui a pour objectif de vous permettre de réviser le CCF, le deuxième CCF de mathématiques du BTS deuxième année. Donc le premier exercice sera sur les statistiques à deux variables. Donc on va s'appuyer pour les révisions sur l'exercice que vous avez sous les yeux. Donc dans une étude sur la gestion de l'eau d'une région, on va s'intéresser à essayer de trouver une corrélation entre la pluviométrie mensuelle qu'on peut observer dans la région et le niveau de la nappe phréatique en mètres. Donc nous allons essayer, grâce aux statistiques à deux variables, de trouver une corrélation, voir s'il y a un lien mathématique entre la pluviométrie et le niveau de la nappe. Donc pour ça, nous allons utiliser les données qui sont répertoriées dans le tableau et nous allons les insérer dans la calculatrice de votre choix. Donc bien entendu, la plus adaptée pour la dernière partie du sujet, c'est la NumWorks. Après, les trois, la TI ou la Casio et la NumWorks sont aussi fiables pour cette première partie. Donc alors, pour ceci, il faut aller au préalable, je vous remontre, dans régression. Une fois que vous allez dans régression, vous rentrez les données x, y. Donc x, ça sera les précipitations et y, la hauteur de la nappe phréatique. Donc ici, il vous suffit de rentrer les valeurs numériques en vous appuyant sur ça. Donc en faisant 0,63 qui correspond au premier, ça vous permettra de rentrer une fois que vous avez rempli donc les données, faites attention donc de ne pas avoir oublié une donnée, hein, que vous ayez autant de données x, y, donc 12 en l'occurrence dans cet exercice, pour qu'on puisse faire le reste de l'exercice. Donc ce qui vous est demandé ici, c'est de calculer le coefficient de corrélation linéaire. Je vous rappelle que le coefficient de corrélation linéaire, c'est le coefficient qui permet de voir si il y a une corrélation linéaire entre les deux paramètres que l'on étudie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un paramètre y égale à x plus b qui serait fiable, avec y étant dans notre cas ici la hauteur de la nappe phréatique, et le x, la précipitation en millimètres par la précipitation mensuelle. Donc ce coefficient, vous le retrouvez à différents endroits, et notamment sur l'endroit des statistiques. Ici, vous cliquez et vous avez le coefficient de corrélation. Vous apercevez que le coefficient de corrélation ici est de 0,82. Je vous rappelle que plus le coefficient de corrélation s'approche de 1, plus la fiabilité de la corrélation est bonne. Alors du coup, ce que l'on va regarder ensuite, c'est par un changement de variable, voir si le coefficient de corrélation va se rapprocher plus de 1 avec ce changement de variable. Donc on vous propose ici, z est égal à ln de y. Donc nous allons l'effectuer ici. Donc nous allons proposer ce changement de variable. Alors pour ça, c'est rien de plus simple. Vous allez dans la série à côté, vous choisissez remplir avec une formule et vous précisez en faisant Shift alpha, donc en précisant que x2 pardon, sera égal à x1 parce que la variable x ne change pas. Donc pour avoir la majuscule, il vous faut absolument une majuscule ici, sinon on ne va pas reconnaître la première donnée x1. Donc mettez-vous en majuscule, sinon ne reconnaîtra pas. Donc quand vous faites ceci, faites entrer, vous voyez que directement vous avez les données qui apparaissent ici. Donc il suffit après de coulisser pour vérifier que vous avez la totalité des données sans aucun problème. Donc ici nous allons faire pour y2 un changement de variable. Donc vous appuyez sur OK, vous faites remplir avec une formule. Vous prenez au départ vide et vous mettez que c'est la fonction ln ici que vous trouvez ici
qui est égal à Y2, qui correspond à Y1, c'est-à-dire les données que l'on a rentrées grâce aux données de l'énoncé. Donc vous faites Shift Alpha 3 pour avoir le Y, et vous marquez que vous voulez qu'il soit égal au 1. Vous faites Entrée, exécute. Vous apercevez que les valeurs sont toutes négatives forcément, puisque le ln, pour toute valeur de x compris entre, ou ici de y compris entre 0 et 1, vous avez le logarithme qui est inférieur à 0. Est-ce que la corrélation sera de meilleure qualité? Il suffit d'aller voir le couple ici et vous apercevez que vous arrivez à 0,93, donc votre coefficient de corrélation est plus fiable. Vous pouvez après, en retournant dans les graphiques, ici, voir les deux. Donc ici, vous avez les valeurs en rouge qui correspondent à la première série. Et là, vous avez celle de la seconde série. Et vous avez en dessous la possibilité de voir les régressions XY, faire OK et faire linéaire. Et vous allez avoir donc la droite ici qui apparaît avec sa valeur numérique. Donc ici, vous pouvez noter que notre Z à nous serait 0. Notre Z à nous, quand on remplace ici par Y, est égal à 0,025 si on arrondit à 10 moins 3 près, X moins 3, si on garde pareil 3 chiffres après la virgule, 222. Donc une fois ce changement de variable réalisé, nous allons pouvoir regarder les résidus. Je vous rappelle que les résidus sont les écarts entre la position réelle x, y ou x, z en fonction de la droite de corrélation linéaire, voir l'écart entre la position réelle et la position s'ils étaient sur la droite de corrélation. Donc bien entendu, avec la calculatrice, on a la possibilité, une fois qu'on a rentré donc nos différentes valeurs ici, en allant sur le graphique, vous avez la possibilité en naviguant avec les flèches, d'aller dans la notion de régression linéaire et de choisir dans un premier temps XY qui correspond à X1, Y1 qui correspond à notre XY de l'énoncé, et de choisir la régression que l'on cherche, que l'on choisit. Donc nous ici c'est linéaire, et à partir de là on va pouvoir aussi choisir donc vous avez, une fois que vous avez choisi linéaire, vous avez l'équation de la droite, les coefficients de corrélation et de détermination, le R carré, et vous avez la possibilité de trouver le graphique des résidus. Donc en cliquant dessus, vous avez toutes les données, et notamment par exemple si l'on remplit ici pour la valeur 80, on s'aperçoit que pour celui-ci la donnée c'est moins 0,13 au niveau des résidus que vous pouvez lire à cet endroit là. Vous refaites pareil en choisissant maintenant la deuxième variable x2, y2 qui correspond à nous x et z. Vous allez de nouveau chercher le graphique des résidus, et moi pour l'exemple ici je prends la valeur 80 et on s'aperçoit ici qu'elle fait dans notre cas là moins 0,24. Donc une fois que vous avez relevé la totalité des données, vous pouvez passer de l'une à l'autre grâce au curseur. Vous, dans cet exercice-là, vous allez à 80. Donc 80, c'était quel mois? Il faut regarder le mois qui correspond à 80. 80, c'était pour
de mai. Donc nous allons nous mettre ici au mois de mai, choisir pour le premier, on avait trouvé moins 0,13 et pour la deuxième possibilité, moins 0,24. La question que l'on nous pose après expliquer votre choix de corrélation linéaire et faire la prévision suivante. Donc le choix de corrélation linéaire, on a vite compris que c'était celui entre Z et Y. Donc du coup, on s'aperçoit ici en faisant ceci que le coefficient de corrélation de cette relation-là entre Z et X pardon, est plus proche de 1 que celui entre XY, puisqu'il y en a un qui faisait 0,89 et l'autre 0,93. Donc, et si on regarde aussi les résidus, on aura des résidus pour la deuxième série qui sera plus proche de 0 que la première. Donc, on va choisir ici que la corrélation qu'on va choisir, c'est celle avec le changement de variable. Donc, une fois qu'on a fait ce choix, vous allez choisir donc la deuxième série. Vous allez lui dire que vous voulez faire des prévisions sachant X ou Y. Donc par exemple, sachant X, donc dans notre cas, c'était X, c'était pour les prévisions. Donc nous avons voir pour une prévision du mois à 35 mm, quelle pourrait être la hauteur, dans le cas le plus fiable, donc on a vu que c'était entre X et Z, du niveau du niveau Y de la nappe phréatique. Donc alors du coup, vous allez, sachant X, donc on va se mettre ici à X qui fait 35, ok, on va valider et on va avoir donc pour X qui fait 35, la valeur de Y qui fait moins 2,34, on va dire. Nous savons que Z qui est égal à moins 2,34, nous ce qui nous intéresse c'est la valeur de Y. Comme on sait que Z est égal à ln de Y, pour avoir la valeur de Y, c'est-à-dire la hauteur, on va faire exponentielle de moins 2,34. Donc vous allez dans votre calculatrice, vous mettez en mode calcul, vous prenez donc exponentielle de moins 2,34, vous allez vous retrouver avec une hauteur de 0,09 ou 0,1 si on prend un 10 moins 2, 0,10 si on prend deux chiffres après la virgule. Voilà pour les révisions concernant les stats à deux variables. On va faire un deuxième exercice concernant dans un premier temps la loi normale. Donc nous allons chercher un des deux paramètres de la loi normale quand il y en a un des deux qui est inconnu. Vous savez que pour définir une loi normale, il faut l'espérance mathématique, que l'on appelle aussi la moyenne. Donc c'est plutôt une espérance mathématique plutôt qu'une moyenne, puisqu'on est sur des calculs de probabilité mais pas de statistiques. Donc si par exemple un des deux paramètres n'est pas connu, soit la moyenne, soit l'écart type, sigma, on est obligé de passer par un changement de variable qui nous permettra d'avoir une centrée réduite. Un technicien, donc pour régler l'écart type des masses d'olive, donc ici l'intérêt c'est de régler une machine pour que des palox d'olive se remplissent. Donc nous allons nous appuyer sur les données de la question 1. Donc un technicien peut régler l'écart type des masses d'olive dans les palox sur la machine. Or, plus l'écart type est faible, donc vous avez compris, plus la masse présente dans les palox est homogène, mais le temps de remplissage est plus important. Donc par souci de compétitivité, le directeur du moulin souhaite qu'au moins 99% du moulin ait une masse inférieure à 46,2. Donc c'est-à-dire que la masse
elle doit être inférieure à 46,2 et que ça correspond à 99% de la population. Donc on est bien sur une histoire avec 99. Donc quand on a un des deux paramètres qui n'est pas connu, il faut donc établir un changement de variable de telle façon à ce qu'on ait l'écart type qui fasse 0 et la moyenne qui fasse 1. Donc pour résoudre cet exercice en utilisant la calculatrice, on va se mettre en mode probabilité et on va chercher grâce à la normalité en se mettant une centrée réduite, donc 0 et 1 ici, on va chercher pour quelle valeur de x on aura la population qui fait 0,99, c'est-à-dire 99% de la population. On se retrouve avec une valeur ici qui est de 2,32. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec notre changement de variable, il faut que U fasse 2,32 pour que cette donnée ici qui nous est connue, donc c'est x qui fait 40, je ne me rappelle plus la valeur numérique, 46,2 et que la moyenne était de 45 dans notre énoncé, ce qui nous permet d'avoir une relation assez facile qui permet de dire que 2,32 c'est égal à 1,2 divisé par notre valeur sigma. Voilà. Donc pour trouver sigma, il suffira de faire sigma qui est égal donc à 1,2 divisé par 2,32, ce qui nous donne 1,2 divisé par 2,32 divisé par 2,32, ce qui nous donne 0,50. Donc ça veut dire qu'ici notre écart type pour remplir ces conditions doit être à 0,5. Voilà, donc pour la partie la plus, on va dire, complexe de ce genre d'exercice. Une fois après que l'on a défini donc ces deux paramètres, il suffit après d'utiliser la calculatrice pour, par exemple, déterminer pour quelle valeur, quelle est la proportion de Palox quand les deux paramètres sont imposés, qui feront moins de 43,8. Donc il suffit de se mettre maintenant en mode probabilité normale, et cette fois-ci on sait que la moyenne est de 45 et l'écart type de 0,5. Et après on essaye, donc vous savez qu'avec là vous avez la possibilité de choisir ce qui vous intéresse, une valeur inférieure, supérieure ou centrée par rapport à la moyenne. Donc ici c'est les valeurs inférieures qui nous intéressent et on a dit qu'il fallait qu'elles soient inférieures à 43,8. Donc vous remplissez ici 43,8 et ça vous donnera la proportion, c'est-à-dire qu'il y a moins de 0,8%, hein, puisque pour avoir 1%, ça serait 0,01. Donc il y a 0,8% des Palox qui feront moins de 43,8.
Et si l'on répond à ceux qui sont conformes, donc je vous rappelle, pour qu'il y ait conformité, il faut qu'il soit compris entre 43,8 et 43,8 et 46,2. Donc vous vous mettez ici avec l'intervalle centré. Vérifie bien que vous soyez toujours à 45 et à 0,1, à 0,5 pour la moyenne et l'écart type. Vous rentrez donc les valeurs de l'énoncé qui vous disent 43,8 et pour l'autre 46,2. La proportion ici, elle sera de 0,98. Donc ça veut dire qu'il y a 98% des palox qui seront compris entre 43,8 et 46,2 kg. Voilà pour cette partie-là. Deuxième paramètre un dernier paramètre qu'il faut connaître pour l'exercice 2 du CCF, cela sera l'intervalle de confiance d'un paramètre en faisant appel à un échantillon. Donc ici, pour comprendre, pour se rappeler cette notion-là, donc on part sur le même exercice que tout à l'heure avec la masse des palox. Cette fois-ci, on considère que la masse des palox de la population totale suit une loi normale dont l'écart type est 0,5 et cette fois-ci, c'est la masse des palox qu'on ne connaît pas. La masse moyenne des palox que l'on ne connaît pas. Donc pour ça, on va essayer de trouver un intervalle de confiance qui est très facile maintenant avec la NumWorks à trouver. On se positionne à un intervalle de confiance à 95%, c'est-à-dire qu'on veut être sûr à 95% que grâce à notre échantillon, on va trouver un intervalle de la masse moyenne de la totalité des palox. Donc ici, on s'appuie sur un échantillon de 64 palox. Donc 64 ne serait pas un nombre pris au hasard, et vous comprenez pourquoi, parce que je vous rappelle que lorsque une population a un écart, suit une loi normale avec un écart type sigma, l'échantillon il suivra la même loi normale, sauf que son écart type sera celui de la population sur racine de n. Donc racine de 64, c'est un nombre entier, c'est fait 8. Donc voilà pourquoi j'ai pris dans cet exemple-là 64. Vous avez souvent pour vos échantillons des nombres dont le carré, la racine est entière. Donc si on se positionne ici, donc on a une moyenne qui fait 45,6. Donc si donc on va dire que la population de tous les échantillons de taille 64 suit une loi normale de valeur sigma que l'on cherche et d'écart type mu, pardon, de moyenne mu que l'on cherche et d'écart type sigma qui est égal à 0,5 divisé par racine de n, donc divisé par 8. Donc ça nous permettra d'avoir la distribution de notre échantillon. Mais là, du coup, ce que l'on cherche aussi, c'est l'intervalle de confiance. Alors pour ça, rien de plus simple, vous allez utiliser votre calculatrice NumWorks en mode inférence. Donc ici, vous allez prendre intervalle de confiance de quoi? D'une moyenne. Là, en fait, vous vous rappelez, intervalle t, c'est quand l'échantillon suit une loi de Studian, ce qui n'est pas le cas ici. Et c'est une loi normale. Donc vous prenez z et vous allez lui donner les données que vous connaissez. Donc pour notre échantillon, la valeur c'était pour la moyenne 45,6. L'écart type, on avait dit que c'était 0,5, que la taille de l'échantillon, il faisait 64. Le seuil de confiance 0,95, vous faites suivant. Les premières données ne nous intéressent pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle de confiance suivant. Et vous avez ici pour l'intervalle de confiance, donc vous savez que la masse de la population, elle sera comprise à entre 45,48 si on met la 10 moins de près et 45,72
Donc cet intervalle est à la confiance de 95%. Donc on est sûr à 95% de chance que notre valeur est comprise entre 45,48 et 45,72, c'est-à-dire il est centré par rapport à 45,6 à plus ou moins 0,12 kg. Voilà, donc pour la notion d'intervalle de confiance. Le troisième exercice que vous auriez, c'est donc un exercice sur le test du Ki2, hein, qui est ici un test d'indépendance. Donc par exemple, nous allons nous appuyer sur l'exercice du CCF de l'année dernière. Une étude a été faite en France dans les 3 départements des Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches-du-Rhône. On a classé dans un tableau de 150 champs d'oliviers les 3 départements en fonction du niveau d'attaque de la mouche de l'olive. Donc on a classé ces niveaux par 3 catégories, faible, modéré et fort. Donc vous avez l'ensemble des données qui sont ici. Donc ici nous sommes sur un degré de liberté qui est de 3 moins 1 et fois 3 moins 1, donc c'est-à-dire 2 fois 2, 4, un degré de liberté de 4, c'est-à-dire un nombre de lignes moins 1 multiplié par le nombre de colonnes moins 1. Donc ici, on va considérer que le seuil de risque est de 0,05, donc de 5%, que le niveau d'attaque dépend de la situation géographique. Donc pour ça, nous allons rentrer ces différentes données en fonction donc du niveau d'attaque dans la calculatrice. Il va nous chercher le tableau que vous remettrez sur votre copie s'il y avait indépendance, c'est-à-dire qu'il y a juste une notion de proportionnalité. Vous avez même plus ça à faire. Donc pour ça, vous allez vous mettre sur le calcul d'inférence. Alors ici, le test, vous allez chercher le test du Ki2. Vous allez chercher avec indépendance. Vous allez lui choisir le seuil de risque et après vous rentrez les différentes données de l'énoncé, donc 8, 15, 22, donc je rentre avec directement, puisqu'il n'y a pas beaucoup de données, ça va pas trop rallonger la vidéo. Donc vous avez donc ici 7, 17 et 8. Voilà, donc vous avez rentré les données, attention de ne pas vous tromper. Vous avez après, en faisant le suivant, vous avez de suite le tableau que vous mettrez sur votre copie correspondant à l'indépendance, c'est-à-dire qu'il y a juste une notion de proportionnalité, hein, s'il n'y a pas de dépendance d'un département par rapport au niveau d'attaque, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation mathématique. Nous, on a une relation mathématique s'il y a indépendance. C'est pour ça que c'est un test d'indépendance. Donc, vous avez donc ce tableau à répertorier et vous avez ici, par exemple, le Ki2 observé qui fait 7,11 ou 16,12 si on veut. Et on a la valeur de P qui est égale, la p-value, ça s'appelle, qui fait 0,199 ou 0,13 si on veut simplifier. Alors, je vous rappelle ici que si cette valeur de P est inférieure à 0,05, qui est notre seuil de risque choisi, on rejette H0. Si cette valeur est plus grande que 0,05, ce qui est le cas ici, puisqu'elle est égale à 0,12. Donc 0,05, c'est plus petit que 0,12. Donc ici, on va accepter H0 hein, et considérer que notre valeur, donc ce qui est en assuré ici, c'est ce qui correspondrait au fait de rejeter H0
et nous, on est bien au-delà. Donc, vous voyez qu'on est à 7,12. Donc 7,12 et surtout on était à 12%, hein, donc c'est-à-dire qu'on est au-delà des 5% qui sont assurés ici. Donc dans la prise de décision, soit vous prenez la valeur de P en disant qu'elle est supérieure comment on a dit, à 0,05, soit vous prenez ce 0,12, vous vous mettez en mode probabilité et vous allez chercher pour le qui 2 avec un seuil de risque de 4, la valeur euh, pour laquelle vous avez, donc on a dit 7,12, et vous allez regarder le pourcentage, c'est-à-dire qui fait 0,82, ce qui est en gros cohérent avec ce que l'on a trouvé tout à l'heure, puisqu'on avait, c'est le complémentaire ici, les 0,13 qui correspondraient au 100%, hein, les 0,13 que l'on a ici, et on s'aperçoit bien qu'on est bien plus loin que 0,95. Donc si notre valeur de 0,12, de 7,12 avait donné une probabilité supérieure à 0,95, on aurait refusé H0. Donc après, il nous suffira une fois qu'on a fait notre prise de décision, hein, que je vous laisse écrire, vous allez faire une conclusion et vous écrivez une conclusion en disant avec un seuil de risque de 5%, les- le, le test du Ki2 ne nous a pas permis de trouver une différence significative, et donc on va considérer que le niveau de risque d'attaque de la mouche est indépendante, le niveau donc est indépendant, pardon, du département. Hein, si on avait eu un p-value inférieur à 0,5, on aurait fait la conclusion inverse. Voilà pour ce qu'il faut savoir pour le CCF. Cette vidéo a été faite un peu rapidement, mais j'espère, vous permettra, vous aidera dans vos révisions pour vendredi. Bonne révision à tous.